Marine Tondelier, est-ce que les idées écologistes, est-ce que vos idées donc sont en train de s'imposer et est-ce que vous applaudissez ? Il faut être très clair, c'est les bons scores écologistes en France, mais partout en Europe, aux dernières élections européennes, qui font que l'écologie a été mise au centre de ce mandat. Alors si vous me demandez si on aurait tout fait exactement pareil, la réponse est non. Notamment, on voit bien que le secteur bancaire, que certains secteurs sont complètement laissés en dehors de ces réglementations sur le carbone, ce qui est dommage. Pareil sur d'autres sujets, mais parce que les lobbies ont encore un fort poids en Europe, surtout sur ceux qui la gouvernent. Mais évidemment que parler carbone, c'est important, parce qu'on voit bien que le changement climatique, déjà c'est un sujet très européen qu'on ne combattra pas tout seul en France, mais aussi que l'empreinte carbone de la France, pour 49%, est liée à ce qu'on appelle les émissions cachées, c'est-à-dire celles que vous importez. Pas juste ce qui est produit en France, mais ce qu'on importe. Et donc, quelque part, c'est déloyal pour notre industrie française, parce qu'on lui demande des efforts, et c'est logique, et ils y sont prêts, mais ils disent toujours, le problème c'est que les autres qui font le même métier que nous ailleurs dans le monde ne sont pas soumis aux mêmes enjeux. Donc c'est logique. C'est une mesure de justice aussi pour notre industrie, et c'est surtout une mesure pour le climat, ce qui est indispensable pour l'humanité. Donc c'est pour ça que les députés européens français verts, vos députés européens, n'ont pas voté le texte sur le marché carbone, ce qui est un peu surprenant quand même. Il y a deux choses. Il y a la taxe carbone aux frontières, ça nous l'avons voté, c'est ce que je viens de vous expliquer. Et l'autre, sur le marché carbone vous avez voté intérieur, contre, ce qui est vraiment surprenant. On a voté contre parce qu'il manquait toute une dimension sociale. Et nous, on ne veut pas d'un système qui serait en fait fort avec les faibles et faible avec les forts. C'est ce qui se passe aujourd'hui pour les taxes carbone. On voulait un grand fonds social pour aider les ménages vulnérables, les petites entreprises vulnérables, les usagers des transports en commun également. Et ça n'est pas fait. C'est-à-dire qu'on fait l'écologie à marche forcée, et en fait, on va se le dire entre nous, il y en a besoin, mais l'écologie sans justice sociale, ça ne marche pas, parce que l'écologie, pour qu'elle marche, doit être acceptable socialement et doit être vecteur de justice. C'est pour ça que nous nous permettons parfois d'insister sur ce point et de ne pas voter quand nous ne sommes pas satisfaits sur la justice sociale. Un petit mot d'explication quand même, ce qu'on appelle le marché du carbone, c'est le fait qu'une entreprise ou un particulier qui pollue doit payer pour la pollution qu'il a causée. On peut présenter les choses comme ça. C'est le principe du pollueur-payeur. Par exemple, avec ce qui a été voté, du coup pas par nous, l'industrie du charbon est exemptée de ça jusqu'en 2034. Et ça, c'est pas possible. Et c'est-à-dire qu'il y a des lobbies très puissants qui œuvrent au niveau européen et qui s'exemptent de ces règles qui vont s'appliquer à tous les autres. Et ça, on estime que c'est pas normal. Mais malgré tout, le principe pollueur-payeur, vous avez toujours été pour. Normalement, ça permet quand même de faire avancer les choses. On est pourvu qu'il soit juste. Il y a eu la crise des Gilets jaunes en France. On sait d'où elle vient. On sait exactement comment elle s'est produite. Si on veut une crise des Gilets jaunes en Europe, c'est exactement comme ça qu'il faut s'y prendre. C'est-à-dire faire les mesures contraignantes, mais pas les mesures de justice sociale. C'est cette crise qui vous a fait changer, qui vous a fait bouger sur cette question-là ? Non, on a toujours été là-dessus, sur une transition qui ne peut exister en réalité que si elle est juste, qui soit aussi un rattrapage pour les personnes qui ont moins. Alors malgré tout, ce que vous n'avez pas encore dit, c'est que pour protéger les particuliers, c'est que le prix du carbone a été plafonné, pour rentrer un peu dans les choses techniques. 45 € la tonne. Donc on essaye effectivement de ne pas aller au-delà de ce qui ne serait pas possible de supporter pour les particuliers. Il y a un fonds social, vous en avez parlé, d'aide, vous n'avez pas donné le montant, 87 milliards d'euros. Qui est très insuffisamment doté, qui ne sera pas opérationnel tout de suite et qui arrive en réalité très tard. Pourquoi c'est pas assez, 87 milliards ? On voit aujourd'hui que la manière dont la transition s'opère, en fait, elle n'est pas anticipée. Et donc, on va être amené, plus on se rapproche des échéances, à prendre des mesures rapides dans la précipitation, sans avoir anticipé, ce qui fait que les gens peuvent échapper à cette taxe carbone. Aujourd'hui, si vous dites à quelqu'un, on augmente le prix de l'essence parce qu'il n'y en a plus assez, il faut faire un effort, mais qu'il n'a pas ses transports en commun chez lui, alors il est piégé. Et donc, et c'est la même chose sur le chauffage. On dit aux gens, il faut faire des économies de chauffage. Ah oui, mais nos maisons ne sont pas isolées, ça fait des années qu'on demande de pouvoir le faire. Mais dans le même temps, ces textes réclament aux industries les plus polluantes des normes extrêmement sévères pour réduire les émissions de CO2. Donc vous n'avez pas de regrets là quand même, non, alors Marine Tondelier ? Pas. Moi je peux vous dire que les députés européens écologistes savent ce qu'ils font, qu'ils sont profondément européens et profondément écologistes. Et donc ils marchent bien sur leurs deux jambes. Et quand ils ne votent pas un texte, c'est qu'il y a des raisons, je vous les ai données plusieurs fois. Pas d'écologie sans justice sociale. Vous avez vraiment le sentiment... C'est pour ça que nous votons les taxes carbone à la frontière, parce que c'est aussi juste pour l'industrie européenne et qui aujourd'hui subit une concurrence déloyale. Mais quand ça peut mettre en difficulté des ménages européens, on voit bien ce que ça peut produire derrière comme image de l'écologie, comme injustice sociale, et donc nous nous permettons d'émettre des réserves. En ne votant pas ces textes historiques, mais on a voté le PAC à la fin, mais ce texte en particulier... Et vous êtes sûr de faire avancer l'écologie quand vous faites ça ? Absolument.
Vous n'abîmez pas votre crédibilité. Vous pouvez poser la question une cinquième fois. Vraiment, faites confiance aux écologistes sur les sujets écologistes. Et quand on vous dit que l'écologie n'est pas acceptable socialement sans justice sociale, c'est pas moi qui le pense, c'est les faits. Regardez en France ce qu'il se passe à chaque réforme, que ce soit les ZFE, la taxe carbone, ça ne marche pas si ça n'est pas juste. Cette réforme précise que vous citez n'est pas juste. D'autres choses dans le texte sont très justes et écolo et elles ont nos total soutien, notamment les mesures sur la déforestation aussi qui ont été votées cette semaine et qui sont primordiales. Alors je voudrais qu'on parle aussi de ce qui se passe en France en ce moment. D'un côté, on a le président Macron qui tente de renouer avec les Français. Pour l'instant, les premiers contacts ont été compliqués, voire très chahutés. Je pense qu'il a fait pire. Et de l'autre côté, on a des organisations syndicales qui appellent à un immense rassemblement dans une semaine, le 1er mai, en plein week-end prolongé. Marine Tondelier, qu'est-ce qui se passe après le 1er mai ? C'est Emmanuel Macron qui devrait se poser la question parce que je pense que la fin de son mandat va être extrêmement longue. Quand on avait rencontré Elisabeth Borne, c'était il y a 10 jours maintenant, on lui avait prévenu qu'il n'y aurait pas de paix sociale sans retrait de la réforme des retraites. Ce n'était pas une menace de ma part, c'était une constatation de l'état d'esprit de ce pays. Et je pense que le gouvernement a fait une grave erreur en pensant qu'ils avaient fait le plus dur, qu'à coup de 49.3, de vote bloqué et de procédure accélérée, c'était passé, que maintenant tout le monde pouvait souffler et passer à la suite. Les Français, les syndicats et les partis politiques progressistes ne sont pas prêts à passer à la suite. Et je pense que ça va être très très long. Mais on a la CFDT, par exemple, qui n'écarte pas l'idée de repartir négocier après le 1er mai. Elle doit y retourner ou pas ? Négocier chacun avec fera ce qu'il estime juste. Et si Laurent Berger estime que c'est ça qu'il est juste de faire, je lui fais confiance. Mais vous voyez bien que sur les retraites, on ne passera pas à autre chose. C'est quelque chose de trop grave. On a pris finalement les 2 meilleures années de retraite des gens pour leur mettre à la place leurs 2 pires années de travail. Et puis, c'est pas juste ça, c'est tout ce qui a précédé en fait dans l'œuvre de ce gouvernement et des précédents. Et donc, à un moment, si Emmanuel Macron n'entend pas qu'il il pourra pas juste dire je discute pas avec des casseroles, bah oui mais t'as fait le 49.3, il pourra pas dire bah oui mais moi je suis pour la discussion et l'apaisement alors qu'il a fait tout l'inverse depuis des mois. C'est plus audible et il est en train de se rendre illégitime. Et ça, quand on est président de la République, c'est quand même assez compliqué. Donc on est dans une impasse démocratique et lui seul peut nous en sortir, pas juste parce que c'est Emmanuel Macron qu'il est génial, mais parce qu'il est président de la République. Et alors quel doit être le rôle de la NUP en attendant, parce qu'on vous entend pas beaucoup en ce moment? Vous plaisantez? Non. Il y a une chose qui est claire dans la séquence, c'est que moi, j'ai pas envie de passer les prochaines semaines et les prochains mois à me plaindre que c'est pas juste. En fait, on le sait que c'est pas juste. La question, c'est comment on s'organise pour permettre une alternance joyeuse, heureuse, positive, d'espoir en 2027, parce que ce qui s'annonce pour 2027, c'est plutôt angoissant. Oui, mais sauf qu'avant 2027, il y a 2024, les élections européennes. Si la NUP part en ordre dispersé, par exemple, à ce scrutin européen, ce que vous avez toujours annoncé, est-ce que ça ne marquera pas définitivement la fin de cette alliance électorale ? Absolument pas, sauf si des gens le racontent tous les jours, et c'est ce que sont en train de faire certains à gauche. Moi, je considère que notre principale urgence, c'est de passer des 25% que nous avons fait ensemble en coalition au premier tour des législatives à 50%. Parce qu'il ne vous échappera pas qu'avec 25%, on ne gagnera pas ni en 2024, ni en 2027, mais ni jamais. LFI vous demande de réviser votre jugement, vous lui répondez quoi? Mais vous voyez, je pense qu'il faut s'inspirer de ce qui a marché dans l'intersyndicale, parce que tout le monde salue que c'était génial. L'intersyndicale, c'était une coalition de syndicats. J'ai jamais entendu Philippe Martinez dire à la radio ce que Laurent Berger devait faire ou l'inverse. Et je les ai jamais entendus parler du fait qu'il fallait plus qu'on adhère à la CGT ou à la CFDT, mais à une intersyndicale directement. En fait, les coalitions marchent quand il y a du respect. Surtout quand on n'est pas d'accord exactement sur tout sur le fond. Et donc, les élections européennes sont une élection à la proportionnelle à un tour. On nous réclame, nos électeurs, nos adhérents, nos sympathisants, de pouvoir mettre un bulletin vert dans l'urne. Ils pourront peut-être pas le faire en 2027 parce qu'on a bien compris qu'il faudrait un candidat unique qui pourra être écologiste ou peut-être pas, nous verrons. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aux européennes, comme dans tous les pays d'Europe, il faudra pouvoir voter écologiste pour permettre des avancées comme celles que vous avez citées en début d'interview. C'est chaque bulletin vert dans l'urne partout en Europe qui mettra le curseur sur l'écologie et les politiques européennes. Beaucoup, Marine